Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Pour mieux comprendre. Et pour mieux comprendre, nous allons nous attarder un petit peu pendant quelques minutes sur l'affaire Agathe Kanziga Habyarimana. Hier, le 6 mai 2026, la Cour d'appel a rejeté ou annulé le non-lieu qui avait été prononcé l'année dernière en août 2025. Et pour mieux comprendre cette affaire, nous allons en parler avec Maître Richard Gisagara. Maître Richard, bonjour. Oui, bonjour Yvan, merci pour ton invitation. Merci beaucoup pour ce temps. Nous allons prendre quelques minutes juste pour comprendre, parce que c'est la justice, on ne comprend pas forcément tous les termes, on ne comprend pas forcément les enjeux. Et juste pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, Agathe Kanziga Habyarimana, on entend parler de non-lieu, on entend parler de non-lieu qui est annulé. C'est une affaire qui dure près de 19 ans maintenant devant la justice. En résumé, elle est poursuivie pourquoi? Oui. Alors, Agathe Kanziga est l'épouse de l'ex-président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, qui est arrivé en France dès 1994, puisqu'elle a été évacuée par la France le 9 avril 1994. Elle est venue en France. D'accord. Elle est poursuivie au départ, il était poursuivi pour complicité de génocide, complicité de crimes contre l'humanité. Il y a été ajouté aussi entente en vue de commettre un génocide. Et donc, elle est poursuivie pour ça depuis, comme vous venez de l'indiquer, depuis 19 ans, puisque le parquet a décidé donc de le poursuivre le 16 mai 2007. D'accord, et voilà. Ça commence en 2007. Oui. C'est ça. D'accord. Le 16 mai 2017, c'est date à laquelle le parquet a introduit une procédure pour des faits en rapport avec le génocide. Et puis après, la qualification des faits pour lesquels les poursuivis ont évolué. Mais ce sont ces trois infractions que je viens de citer qui, lors de la dernière décision qui était rendue avant celle de la Cour d'appel, la dernière décision a été rendue le 20 août 2025 par le juge d'instruction. Et donc, c'était ces infractions-là pour lesquelles elle était poursuivie. Et donc en août 2025, c'est là qu'a été prononcé un non-lieu. C'est ça. Le non-lieu date du 20 août 2025. Et qu'est-ce que ça veut dire un non-lieu pour quelqu'un qui ne connaît pas les termes de la justice? Quand on dit non-lieu, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la personne n'est pas coupable? Est-ce que ça veut dire que la personne est coupable? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une très bonne question que vous me posez là, mais ça ne m'étonne pas de vous, évidemment. Merci. Voilà. Donc, oui, parce que beaucoup de gens, en fait, se posent cette question-là, puisque, comme vous l'avez dit dans l'introduction, malheureusement, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, que les gens ne comprennent pas les termes de la justice, parce que la justice, normalement, devrait être comprise par tous. Mais malheureusement, même s'il y a un effort pour faciliter le langage juridique, mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de termes qui restent mystères pour le commun des mortels, ce qui n'est pas normal. Oui. Alors, un non-lieu, il faut peut-être que je vous explique en détail. Quand une personne est poursuivie pour des faits criminels, pour des faits qui sont jugés graves, le parquet a la possibilité, a deux choix. D'abord, le parquet peut poursuivre la personne sans saisir le juge d'exécution. Mais quand les faits sont très graves, le parquet décide de saisir un juge d'instruction et la procédure d'investigation va se poursuivre sous la houlette d'un juge d'instruction. D'accord. Donc, c'est un juge qui va déterminer ce qui doit être fait, qui va ordonner toutes les mesures d'instruction qui doivent être diligentées. Et c'est un juge d'instruction. D'accord. Et donc, ce juge d'instruction, à la fin de la procédure, à un moment, donc, il ordonne un certain nombre d'actes. Ça peut être des interrogations, ça peut être des recherches, ça peut être des constats, ça peut être des expertises, vous voyez. Ça peut être des documents qui demandent à ce que les documents soient versés au débat. Et au bout de toute cette procédure, il va faire donc plusieurs investigations, plusieurs actes. Et au bout, lorsqu'il estime qu'il a tout fait, lorsqu'il estime qu'il a, que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées, il va clôturer l'instruction.
D'accord. D'accord. Et lorsque l'instruction est clôturée, il va prendre une décision. Ça peut être soit une décision de renvoyer la personne devant la juridiction de jugement, qui peut être un tribunal correctionnel ou une cour d'assises lorsqu'il s'agit d'un crime. Et cette décision, il la prend s'il estime qu'il a assez d'éléments pour pouvoir renvoyer cette personne en jugement. Donc, s'il estime qu'il existe, à ce moment-là, il ne peut pas dire que la personne est coupable, mais le juge considère qu'il dispose d'assez d'éléments, des éléments des éléments sérieux, d'accord, et concordants, d'accord, qui peuvent présumer qu'il aurait pu commettre les faits qui lui sont reprochés. D'accord. Ça ne veut pas dire pourtant qu'il est coupable, mais il estime qu'il y a assez d'éléments pour l'envoyer en jugement. Et après, c'est le tribunal ou la cour d'assises, lorsqu'il s'agit d'une infraction criminelle, qui va décider de la culpabilité ou pas. Donc c'est-à-dire, si on veut résumer pour le commun des mortels, quand l'affaire est entre les mains d'un juge d'instruction, c'est comme si c'est le temps de l'enquête. C'est comme si la personne est là en attendant que le juge d'instruction mène l'enquête. Donc c'est comme une enquête et on va voir ce qui va se passer au bout de l'enquête. D'accord. C'est tout à fait ça. Donc au bout de l'enquête, le juge d'instruction fait les enquêtes. Il a beaucoup plus de possibilités que le procureur. En fait, le juge d'instruction mène des enquêtes. Les enquêtes, en fait, sont menées sous la houlette du juge d'instruction. Il n'est pas obligé de le faire lui-même. Parfois, il entend la personne lui-même, ou alors il peut faire ce qu'on appelle, il peut donner mandat aux gendarmes ou aux policiers d'aller interroger telle personne ou d'aller faire tel acte. OK. Et voilà. Et donc, c'est le temps de l'enquête. L'instruction, c'est le temps de l'enquête. Et donc, au bout de cette enquête-là, en 2025, c'est là que... Oui, je vais juste terminer parce que je vous ai expliqué, en fait, ce qui se passe quand il estime qu'il y a assez d'éléments. Donc, lorsqu'il estime qu'il n'y a pas assez d'éléments, c'est là où on parle de non-lieu. D'accord. Vous voyez? En fait, le non-lieu, c'est un diminutif pour dire, en fait, non-lieu en renvoi devant le tribunal. D'accord. Donc, ça veut dire, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas coupable, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé assez d'éléments pour emmener la personne devant le tribunal. Exactement. Ça n'enlève pas la culpabilité, mais ça ne condamne pas non plus. Exactement. En fait, le non-lieu, c'est-à-dire que le juge, à l'état de l'instruction, à l'état des éléments dont il dispose, il estime qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire, et il estime qu'il n'a pas assez d'éléments pour envoyer cette personne devant le jugement, devant le tribunal pour être jugé. D'accord. Ça ne veut pas dire pourtant que la personne n'est pas coupable. En fait, le non-lieu veut tout simplement dire que le juge n'a pas pu obtenir d'éléments qui lui permettent de considérer que cette personne qui a des soupçons plausibles et suffisants pour renvoyer cette personne devant devant une juridiction de jugement. D'accord. Et à ce moment-là, et juste pour compléter sur ce point-là, quand il y a un non-lieu, ça n'empêche pas qu'il puisse plus tard, s'il y a d'autres éléments plus tard, si d'autres éléments arrivent plus tard, le juge peut changer sa décision. Sans que ce soit les parties civiles qui demandent. Ah oui, à ce moment-là, ça peut être... Vous savez, au moment de l'instruction, normalement, l'acteur principal, c'est le parquet. D'accord. Parce que le juge d'instruction, l'acteur principal, c'est le parquet. Après, il y a les parties civiles également. Les parties civiles peuvent aussi intervenir devant cette procédure, mais l'acteur principal, c'est le parquet et l'accusé. D'accord. Mais il y a les parties civiles aussi qui peuvent intervenir en soutien au ministère public. Le ministère public, donc, c'est le parquet. D'accord. Et voilà. Et à ce moment-là, le parquet peut demander au juge d'instruction de reprendre l'instruction parce que il y a des éléments qui n'existaient pas au moment de l'instruction qui viennent à être découverts. On peut par exemple penser au cas où les investigations sont terminées et nos lieux est prononcé, mais il y a une personne par exemple qui avait pris la fuite, d'accord, qui est découverte après, et cette personne par exemple accepte de témoigner. Vous voyez? Là, on démontre, en fait, on peut démontrer, c'est une procédure exceptionnelle qui arrive rarement, vous voyez, mais ça peut arriver. Puisque le juge d'instruction, normalement, il est supposé épuiser toutes les voies nécessaires pour faire son enquête. Mais si on arrive à démontrer qu'il y a des éléments exceptionnels qui arrivent et qui n'étaient pas disponibles au moment où le non-lieu a été rendu, le juge peut reprendre la procédure à la demande du parquet ou des parties civiles.
D'accord. Et là pour Voilà. le cas justement d'Agathe Kanziga Habyarimana, hier, donc le 6 mai, le non-lieu qui avait été prononcé auparavant a été annulé. Qu'est-ce qui a motivé ces décisions? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alors, déjà, le 20 août, donc, comme je viens de le dire, le 20 août, 2025. le juge d'instruction a estimé que c'était fini. Il a décidé de clôturer. Il a estimé qu'il n'y avait pas assez d'éléments et il a rendu l'ordonnance de non-lieu. Il faut aussi préciser, c'est important, ça va nous mener à un autre détail, peut-être une autre notion que je vais expliquer. Il faut dire que lorsqu'il y a une instruction, la personne qui est visée, il peut y avoir en fait deux statuts. Le premier statut, c'est le statut de mise en examen, d'accord? Et il y a un autre statut qui n'est pas de mise en examen, mais qui est de témoin assisté. Vous voyez? Alors, en gravité, lorsqu'une personne est mise en examen, là aussi, le juge en fait estime qu'il commence à avoir assez d'éléments. D'accord? Assez d'éléments qui peuvent supposer qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés. Là, la personne est mise en examen. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des soupçons qui sont graves. D'accord? Mais lorsque le juge n'a pas assez d'éléments, mais il se dit que cette personne, il a quelque chose à voir avec cette procédure, il le garde sous le statut de témoin assisté. Bon, il se trouve que Mme Kanziga n'a jamais été dans cette procédure, était mise en examen. Il a toujours été sous le statut de témoin assisté. D'accord. Vous voyez? Oui. Et donc, les personnes qui connaissaient ce dossier n'ont pas été surpris à la fin de la procédure, lorsque le juge a rendu le non-lieu, puisque à aucun moment, il ne l'a mis en examen. D'accord. OK. D'accord. Voilà. Et voilà. Maintenant, je reviens, je viens à la question que vous m'avez posée. Oui, voilà. Et donc, le 20 août, il rend l'ordonnance de non-lieu et cette décision peut être frappée d'appel. Donc, le parquet a fait appel contre cette décision. D'accord, et les parties civiles. Et donc, le juge d'instruction, la juridiction supérieure au juge d'instruction, c'est la chambre d'instruction auprès de la cour d'appel. Parce que le juge d'instruction est au premier degré. Le juge d'instruction, il est auprès du tribunal judiciaire. Au-dessus, le degré au-dessus, c'est la cour d'appel. D'accord. Voilà, et c'est la chambre d'instruction. En fait, quand vous allez entendre parler de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, en fait, la chambre d'instruction, c'est le bureau spécialisé pour suivre l'instruction auprès de la cour d'appel. D'accord. OK. Donc ça veut dire que l'affaire n'était plus entre les mains de ceux qui ont mené l'instruction au début, c'est entre les mains d'autres personnes. Exactement. Maintenant. D'accord. Voilà, c'est monté au-dessus, c'est monté au niveau de la cour d'appel. D'accord. Et c'est la chambre d'instruction qui a examiné les réclamations des uns des autres. En fait, la chambre d'instruction est là pour trancher, je ne vais pas dire un contentieux, mais une différence de vue qui existe entre le juge d'instruction et le parquet. D'accord. Et éventuellement les parties civiles. Et donc, cette différence de vue, dans la conclusion qu'il faut donner au dossier Kanziga, a été soumis à l'arbitrage de la chambre d'instruction pour dire les choses avec les termes de la vie quotidienne. Oui. Vous voyez? Oui. Et donc, ça a été soumis à la chambre d'instruction. La chambre d'instruction a examiné les arguments des uns des autres, la position des uns des autres. Et hier, la chambre d'instruction a rendu sa décision. Il a considéré que le parquet avait raison de contester la décision rendue par le juge d'instruction. Et il a infirmé et non pas annulé, parce que comme on est en train de parler du droit, donc je préfère utiliser les termes du droit. Oui, voilà. En fait, oui, il y a une nuance, en fait. C'est de la clinique juridique, mais puisqu'on parle droit, donc il vaut mieux expliquer les choses comme il faut. En fait, quand on dit annuler, on annule une décision seulement si on considère que la loi n'a pas été respectée. Vous voyez? Donc. Mais en fait, ce n'est pas sur le fond. Là, la décision, il a été infirmé tout simplement parce que les juges n'ont pas estimé que le juge a violé la loi. Mais tout simplement, il n'a pas examiné, il n'a pas donné la valeur, la valeur qu'il fallait aux éléments qui lui étaient soumis. D'accord? C'est pour ça que la Cour a infirmé la décision. Il ne l'a pas annulée. D'accord. Vous voyez? Mais dans la réalité, ça ne change pas grand-chose. Oui, c'est des termes, mais je pense que pour les juristes, les termes sont plus lourds que pour le commun des mortels. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des nouveaux éléments qui sont apparus, ou c'est juste que donc à ce niveau-là, ils ont écouté les deux parties comme vous l'avez présenté?
et Oui. ils ont tranché. Non, Ou alors il il n'y y a a pas des de éléments nouveaux nouveaux en éléments. fait. En fait, non, il n'y a pas d'éléments nouveaux, justement. En fait, le juge d'instruction, Mhm. la chambre d'instruction a examiné le dossier D'accord. et il a trouvé que la lecture que le parquet avait de ce dossier D'accord. est celle qui est la meilleure. C'est celle qui doit prédominer. Parce que, en fait, tout le monde a le même dossier à ce stade. Vous voyez, tout le monde a le même dossier. Sauf que l'interprétation est différente. D'accord. Vous voyez, le juge d'instruction, lui, estime, là, dans le cas d'espèce, pour être précis, il y a 2 juges d'instruction qui travaillent en fait en binôme. Il y avait 2 juges d'instruction et qui travaillent en binôme dans ce dossier, d'accord. Et donc, la décision qu'ils ont rendue le 20 août 2025 n'est pas conforme à la lecture que le parquet, lui, avait de ce dossier. Parce que le parquet, lui, estimait que dans ce dossier-là, on avait assez d'éléments pour mettre Madame Agathe Kanziga en examen. D'accord. Et puis surtout, il estimait que les investigations n'étaient pas terminées. Vous voyez, que les éléments qu'il y avait là, en fait, que les investigations qui étaient faites par le juge d'instruction n'étaient pas suffisantes, comme le juge d'instruction, lui, estimait. Vous voyez. Et c'est pour ça, sur ces 2 raisons-là, que la Chambre de l'instruction a infirmé, a infirmé la décision rendue par le premier juge, donc le juge d'instruction, et il lui a ordonné de reprendre le dossier pour cette fois-ci, pour compléter l'instruction qu'il a initialement réalisée. Vous voyez. Et donc, à l'issue de la décision qui a été rendue hier, le dossier devrait normalement, je dis normalement parce qu'il y a une autre voie de recours, donc je vais vous t'en parler tout à l'heure. Et donc, normalement, la décision qui a été rendue hier infirme la décision du juge d'instruction et en considérant que le parquet avait raison de faire appel de cette décision puisque l'interprétation que le magistrat a fait des éléments en sa disposition n'était pas la bonne, d'accord, n'était pas la bonne, notamment sur le fait que l'investigation des enquêtes ne sont pas terminées. Il y a d'autres possibilités donc de pouvoir obtenir des indices sérieux pour ce dossier afin de trancher cette fois-ci en ayant tous les éléments nécessaires. Donc, le juge, la chambre d'instruction a renvoyé le dossier devant le juge d'instruction, d'accord, pour accomplir d'autres investigations. Et voilà. Et au bout de cette nouvelle phase d'investigation qui va commencer, le juge aura à se prononcer une nouvelle fois pour savoir si cette fois-ci il a assez d'éléments pour envoyer, d'abord pour mettre en examen Mme Kanziga, premier point. 2 points, s'il le met en examen, est-ce qu'il a assez d'éléments pour le renvoyer en jugement devant une juridiction, d'accord? Ou alors s'il estime cette fois également qu'il n'a pas assez d'éléments pour prononcer un non-lieu. D'accord. Voilà. C'est le même juge qu'avant ou ça change? Normalement, c'est le même juge. Normalement, c'est le même juge. C'est le même juge. Le même mais il peut arriver... Oui, souvent c'est le même juge, mais la cour, ça va se faire en fait sous le contrôle de la chambre de l'instruction, parce que normalement, quand là pour l'instant, la décision que nous avons eue hier, la décision qui a été rendue hier, c'était juste le résumé. Le prononcé a été fait par résumé, donc le tribunal résume la décision qu'elle a prise, la chambre de l'instruction, mais le document détaillé sera disponible peut-être dans les jours à venir. Vous voyez? Mais hier, dans la prononcée qu'il a fait, il a donc donné les grandes lignes de la décision qu'elle a prise, d'accord? Et c'est ça la décision qui a été prise. Normalement, lorsque la chambre de l'instruction infirme la décision, le dossier retourne devant le même juge. Mais le même juge, en fait, il a des obligations, vous voyez? Parce que dans la décision qui est rendue, la chambre d'instruction va être spécifique en fait en lui disant vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela, il faut faire ces éléments-là. Vous voyez? En tout état de cause, si le parquet estime que le juge d'instruction ne fait pas exactement ce que la chambre d'instruction lui a demandé de faire, il peut toujours retourner devant la chambre d'instruction pour demander une autre ordonnance de faire tel élément. Vous voyez? D'accord. Et voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les 2 parties ont toujours une autre voie de recours. C'est la saisine, le pouvoir en cassation. Après cette procédure d'appel. Donc il y a la troisième étape qui est la cassation. Voilà. Et il y a une autre, c'est la cassation. Donc si
l'une ou l'autre des parties n'est pas satisfaite par la décision qui a été rendue hier par la Chambre de l'instruction, elle a tout à fait la possibilité de saisir la Cour de cassation, d'accord, pour valider ou invalider cette décision-là. Si la Cour invalide la décision, elle la casse, d'accord, et elle décide de ce qui doit être fait. Si elle confirme cette décision, donc elle va s'appliquer comme elle a été rendue. Sachant que, c'est important de le préciser, la Cour de cassation ne statue pas sur les faits. Elle vérifie tout simplement l'application de la loi. Elle se limite sur la loi. Voilà, elle va voir si la loi a été appliquée comme elle devait être appliquée, d'accord? Mais elle ne va pas lire un document pour dire, voilà, là, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Et, en fait, elle ne se prononce pas sur les faits. Elle se prononce uniquement sur l'application de la loi. Les faits, c'est au deuxième niveau, donc au niveau de l'appel. Par contre, au troisième niveau, la cassation, là, il regarde juste la loi. Donc, ça veut dire que même s'il y avait des éléments nouveaux, même s'il y avait des choses qui apparaissaient, la cassation vient juste pour dire non, là, il n'y a pas eu de... on a respecté la loi et elle se limite à ce niveau-là. C'est ça, exactement. Et donc, pour l'instant, voilà, au moment où on se parle, les deux parties, aucune ne s'est pourvue en cassation. Pas ma connaissance, mais c'est trop tôt. Il me semble qu'ils ont 10 jours, sauf erreur de ma part. Et voilà. 10 jours pour se pourvoir en cassation. D'accord. Donc, à la date où on se parle, le 7 mai, il n'y a pas encore eu de pourvoi en cassation. Pas à ma connaissance, en tout cas. D'accord. Maître, c'est vrai, c'était technique, mais c'était nécessaire pour comprendre aussi les différentes étapes et encore les possibilités qu'il y a derrière. Mais juste une petite question, Maître. Ça fait 19 ans que l'affaire dure. Comment expliquer cette lenteur ou cette durée? Est-ce que c'est normal dans la justice pour une affaire aussi lourde ou alors c'est vraiment exceptionnel? Alors, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que c'est pas normal quand même qu'un dossier dure autant de temps, d'accord? Mais c'est pas surprenant parce que c'est pas le seul pour le contentieux du génocide qui dure autant de temps. Vous voyez? Là, Madame Kanziga a été, comme je viens de vous dire, donc le parquet a décidé d'engager une procédure en son encontre le 16 mai 2007, vous voyez? Mais il y a d'autres dossiers, comme par exemple le dossier de Sosten, le docteur Sosten Munyemana, qui, lui, est poursuivi depuis 1997. Vous voyez, même si lui a été jugé, il a été jugé dernièrement, mais ça ne fait qu'il a été jugé en 2023. Ça fait 2 ans, alors qu'il était poursuivi depuis 1997. D'accord. Oui, vous voyez. Est-ce que ça a un lien est-ce que ça a un lien politique entre les relations franco-rwandaises ou pas du tout? Alors, les dossiers qui sont relatifs au génocide, vous savez, le génocide est toujours politique. Oui. Vous voyez, c'est une infraction qui... Il n'y a pas de génocide s'il n'y a pas de lien politique. Vous voyez, un génocide, c'est un crime d'État. Oui. Vous voyez, à des exceptions près. Vous voyez, et voilà. Et donc, il y a toujours de la politique dedans. Et les relations entre la France et le Rwanda, ce n'est un secret pour personne qu'il y a eu quand même plusieurs obstacles politiques pendant longtemps qui ont fait que les dossiers qui ont eu un impact sur le déroulement de la justice et qui ont fait que les dossiers ont autant traîné. Vous voyez, déjà, la justice française est très longue pour les crimes. Vous savez, même pour des crimes de droit commun, pour juger une personne, ça peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans. Vous voyez? Et contrairement aux d'autres pays comme aux États-Unis où un crime peut être jugé à 6 mois ou même en 1 an, en France, c'est rare. Vous voyez? Même pour des crimes ordinaires. Vous voyez? Et donc, pour un génocide, déjà, ça pouvait être long. Mais si on ajoute à ça le fait de la particularité des génocides, d'accord? Et si on ajoute à ça des relations diplomatiques tumultueuses entre la France et le Rwanda depuis 1994, les enjeux politiques qu'il y avait en France à l'intérieur du pays, parce que comme ce n'est aussi, d'ailleurs ce n'est plus un secret aujourd'hui, c'est une vérité qui a été
écrite par l'administration française elle-même, la France, en tout cas le gouvernement français de l'époque, a eu sa part de responsabilité dans le génocide commis contre les Tutsis. Et donc, tant que ces personnes qui avaient des choses à se reprocher étaient encore au pouvoir ou avaient une possibilité d'influencer les autorités politiques, ils ont fait en sorte que la justice ne passe pas. Que ça traîne, débattant dans les rues. C'est pas surprenant. Le rapport du clerc, pour le citer, a conclu à la responsabilité aveuglante et accablante des autorités françaises. Vous voyez? Et donc, ça ne surprend personne que ces autorités-là ont fait en sorte que la justice ne passe pas. Vous voyez? Parce que si on continue à pousser le fil et qu'on a tiré le fil, à mon sens, on arrivera aussi à des complicités de génocide pour certaines personnes qui étaient au pouvoir à l'époque. Et donc, ces personnes-là n'avaient aucun intérêt à ce que la justice passe. D'abord parce qu'ils étaient sympathisants avec ceux qui ont commis le génocide ou amis, proches, mais aussi pour eux-mêmes parce qu'ils voulaient aussi se protéger eux-mêmes. Vous voyez? Et donc, cette lenteur s'explique en très grande partie, par ces enjeux politiques qui ont malheureusement impacté la justice pendant très longtemps. Donc, il a fallu attendre, comme vous le savez, 2014 pour que le premier jugement soit rendu. Et voilà, c'était l'affaire Simbikangwa. Et ça a commencé à ce moment-là. Après le génocide. Exactement. Justement, c'était à l'occasion donc de 20 ans. Je pense que les autorités à ce moment-là se sont dit, ils n'ont pas pu résister à la pression internationale. Vous voyez, parce que ça faisait 20 ans quand même que le génocide a eu lieu. Les gens commençaient à y voir clair sur ce qui s'est passé. Et donc, moi, c'est comme ça que j'interprète la décision qui était faite. En tout cas, le pas qui était franchi en 2014, parce que la pression était devenue quand même énorme pour les autorités françaises de l'époque, même si à l'époque, il n'y avait pas autant de coopération qu'il y a actuellement. Vous voyez? Et donc, à l'occasion des 20 ans, donc ça faisait quand même un peu trop lourd à porter. Et ils ont passé le dossier à Simbikangwa, qui a été comme un brouillon, pour la justice. Mais bon, quand je dis bouillon, ça a été. Non, je ne vais pas utiliser le mot bouillon. Je vais dire le premier pas ou un ballon d'essai. Vous voyez? Parce que c'était le premier jugement qui est passé. Voilà, dans les conditions dans lesquelles il est passé. Mais depuis un certain temps, donc depuis que le président Macron est allé au Rwanda, depuis qu'il s'est engagé, qu'il a reconnu la responsabilité des autorités françaises, il s'est engagé aussi à ce que la justice passe. Et depuis, il y a quand même un effort assez soutenu. Pour que le maximum de dossiers passent. Et évidemment, ça ne va pas au rythme. Moi, je suis l'avocat des partis civils, donc je peux vous dire que les partis civils ne sont pas, même si ils sont quand même contents que des efforts qui sont consacrés par les autorités françaises, qui sont des efforts quand même considérables pour juger les gens, mais ça va jamais. En fait, le temps perdu ne reviendra jamais. Vous voyez, c'est pour ça que l'effort qui est fourni aujourd'hui n'est pas, suffisant pour rattraper le temps perdu bien avant. Parce que 32 ans après, il y a aussi des témoins qui ne sont peut-être plus là, ou alors qui, avec l'âge, la mémoire n'est plus fraîche. Non? Exactement. Exactement. Il y a un manque, c'est ça le grand souci, et les témoignages. Il y a des témoins qui ont disparu. Il y a les mémoires aussi qui flanchent, vous voyez, au bout de 32 ans. Les gens ont été affectés par le génocide, vous voyez. Même des gens qui, dans des conditions normales, au bout de 32 ans, on peut quand même se dire que la mémoire n'est plus aussi fraîche qu'elle était avant, vous voyez. Maintenant, imaginez des personnes qui sont quand même des personnes qui ont été secouées, qui ont été malmenées, qui ont été traumatisées par le génocide. Imaginez ce que ça devient au bout de 32 ans. Sans compter qu'il y a des gens aussi qui ont envie de passer à autre chose, vous voyez, qui ne veulent plus replonger dans le génocide, en se remémorant ce qui s'est passé, tout témoigner. Et donc ça, d'une part, mais d'autre part, les personnes qui sont soupçonnées aussi d'avoir été impliquées dans le génocide, ils prennent de l'âge et aussi. Vous voyez, là, Madame Kanziga, sauf erreur de ma part, il me semble qu'elle a 83 ans. 83 vous voyez, ans. 83 ans.
Oui, voilà. Et c'est le cas aussi des autres. Il y a d'autres qui sont plus âgés ou moins âgés, mais bon, mais beaucoup sont quand même dans un âge avancé. Vous savez ce qui s'est passé dans le dossier Kabouga. Vous savez que Kabouga, oui. le tribunal a décidé de ne plus le poursuivre parce qu'il a considéré qu'il était devenu dément, donc il ne pouvait plus faire face à la justice. Et c'est ça qui nous guette, c'est ça le danger qui nous guette. Actuellement, il y a une trentaine de dossiers, vous voyez, qui sont dans des degrés divers dans les instances de la justice française. D'accord. Okay. Oui, en France, une trentaine de dossiers qui sont plus ou moins avancés. Il y en a qui vont être jugés. Il y a un dossier qui va être jugé au mois de décembre, par exemple, Safari Madialiwa qui est poursuivi pour des faits qui ont eu lieu à Nyanza. Il y a un autre dossier qui va être jugé au mois de juin. Voilà. Et donc, on en est à un rythme de 2 dossiers ou 3. Cette année, on a eu 3 par l'année. Et si on prend en considération le nombre de dossiers qui restent, une trentaine, donc si on continue à ce rythme-là, il est clair que tout le monde, voilà, toutes les personnes qui sont poursuivies ne pourra pas faire face à la justice, malheureusement. D'accord. Maître, pour terminer, parce que vous nous avez vraiment accordé du temps et on ne veut pas en abuser, pour terminer, est-ce que c'est normal pour une telle affaire que Agathe Kanziga soit poursuivie en étant libre, en étant à l'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose de normal ou là encore on est dans l'exceptionnel? Alors, je dirais oui et non. Je dirais oui et non, comme je l'ai dit tout à l'heure, et voilà, je ne fais pas du en même temps, mais comme dirait quelqu'un, oui, voilà. Mais alors, c'est pas normal pour une personne qui est quand même poursuivie pour génocide qui soit en liberté. Vous voyez, ça c'est première réponse. Mais ce n'est pas surprenant. Parce que ça fait quand même 19 ans qu'il est poursuivi, vous voyez. La France ne peut pas, la loi française quand même ne peut pas permettre qu'une personne reste en détention pendant 19 ans sans être jugée. Être condamné. Vous voyez. Voilà, c'est pas possible. Donc ça veut dire que même si elle avait été détenue à un moment donné, on l'aurait libérée, quoi, parce que ça dure longtemps. C'est ça, exactement. D'ailleurs, il y a un cas, comment dire, complicité qui ressemble à ça. Il y a l'affaire Claude Mohaïmana qui avait été condamné à 14 ans d'emprisonnement il y a quelques années. Il a fait appel, n'a pas été jugé. Au bout de 3 ans, le juge de liberté, de détention, l'a mis en liberté. D'accord. Parce que, alors qu'il avait été condamné déjà. Mais il a estimé que, dans la mesure où il a fait appel, que la justice n'a pas audiencé dans un délai raisonnable, il ne pouvait pas le maintenir en prison. Donc il a remis en liberté, et heureusement donc que l'appel a fini par être audiencé. Il est passé devant la justice, il a été recondamné à 14 ans, et là il est en détention. D'accord. Vous voyez mais là, pour Agathe Kanziga, elle n'a jamais été détenue. Non, il n'a jamais été détenu, et il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a jamais été mise en examen. Oui, elle est toujours considérée, le juge d'instruction l'a toujours considérée comme témoin assisté. Vous voyez, c'est comme qu'en fait, il n'a pas franchi le pas pour le mettre en examen. Vous voyez, et voilà. Et compte tenu de son âge, je pense, à mon sens, que c'est très peu probable qu'elle soit détenue. Sauf si elle est condamnée, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on va nous dire, voilà, ça fait autant d'années qu'elle est en France et elle a toujours été là. Et donc, pourquoi la mettre en détention aujourd'hui? Parce que mettre une personne en détention en France, on met une personne en détention avant le jugement, lorsqu'on estime il y a plusieurs éléments qui permettent de le faire, notamment pour éviter les fuites, les risques de fuite, notamment pour éviter les risques de concertation. Ou de refaire des faits, vous voyez, pour protéger la société. Mais tous ces éléments-là, on nous dira aujourd'hui, ça fait 19 ans qu'elle est là et elle ne s'est jamais enfouie. On va nous dire à cet âge-là, il n'y a pas de risque qu'elle recommette un génocide. Et pour concertation, on nous dira, ça fait 19 ans, les personnes avec qui elle aurait pu se concerter, ça a déjà été fait. Vous voyez. Donc, à mon sens, il n'y aura pas de détention préventive ou provisoire. Si jamais elle est condamnée, elle peut être détenue. Mais il faut aussi se rappeler qu'en France, à cet âge-là, on peut tout à fait obtenir de façon plus, je vais dire, un placement à l'extérieur, vous voyez. Et voilà. Et à mon sens, il y a peu de risques pour elle
de l'avoir détenu pendant longtemps, 83 ans aujourd'hui. Même en cas de condamnation, quoi. Même en cas de condamnation. Il y aura une peine qui va être, il y avait une peine qui va être prononcée, bien évidemment. Mais c'est pas la même chose. Si vous êtes en liberté parce que on a estimé qu'à cause de votre âge ou de votre état de santé, vous êtes dehors, mais vous êtes quand même toujours considéré comme prisonnier. Vous voyez? D'accord. Oui, voilà. Mais c'est dommage pour les victimes, oui, mais bon, la réalité est celle-là. Et voilà, c'est malheureux, mais voilà. Donc, il y a la frustration du côté des parties civiles, du côté des victimes, il y a cette frustration, quoi. Oui, il y a cette frustration qui existe, voilà, à l'intérieur de la justice, malheureusement, qui mène à ça. Vous savez, comme on dit, justice, quand la justice n'est pas rendue à temps, c'est justice delay, c'est justice denied. C'est vrai. Oui. Maître, merci beaucoup. Merci. On a essayé de faire condenser pour comprendre cette affaire, pour comprendre les enjeux et les décisions qui viennent et puis demain qui s'annulent. Et merci beaucoup pour ce temps que vous avez pris pour nous expliquer. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un de spécialiste pour comprendre. Mais c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup pour vous intéresser à ce sujet-là et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous à chaque fois qu'il y aura besoin de comprendre les termes juridiques. Parce que vous avez dit tout à l'heure que tout le monde doit comprendre, tout le monde doit comprendre les termes. Il le faut puisque la justice est rendue au nom du peuple. Donc il faut que le peuple puisse comprendre. Et on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais on connaît que ce mot. Exactement. Maître, merci beaucoup. Oui, voilà, exactement. D'où l'intérêt de comprendre. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.